Je voudrais vous entretenir ce soir de quelques objets que, comme Nicolas vient de le dire, j'aime beaucoup, mais qui me semblent aussi bien correspondre au thème général des activités du Centre d'études médiévales et post-médiévales de cette année et du cours public qui fait partie de ces activités, et donc les armes, l'amour et l'imaginaire de la chevalerie. On va retrouver ces trois éléments réunis sur des objets qui me semblent pleins de charme. Ce sont des objets en ivoire produits à Paris dans les premières décennies du XIVe siècle. C'est l'époque de la création et de l'essor de ce domaine de l'ivoirerie profane. Dans le Paris de ces décennies, on invente de nouveaux types d'objets et on crée des nouvelles iconographies pour les orner. Il s'agit d'objets très variés, comme vous le voyez. On a des peignes, on a des manches de couteau, on a des gravoirs, c'est-à-dire des stylets qu'on utilisait pour tracer l'arrêt dans les cheveux. On a des tablettes à écrire et on a, vous le voyez aussi, plusieurs coffrets. Et ces objets me semblent très appropriés pour parler de armes, amour et imaginaire de la chevalerie. Ils sont aussi un objet idéal, disons, pour travailler dans l'esprit qui caractérise le Centre d'études médiévales et post-médiévales, puisqu'il se prête particulièrement bien pour des études qui se situent à la croisée de l'histoire de l'art, de l'histoire sociale, de l'histoire économique et de l'histoire littéraire. Alors, à partir de quelques-uns de ces objets, je voudrais voir comment on imagine la chevalerie sur ces pièces en ivoire. Je voudrais aussi essayer d'esquisser la complexité des rapports qui se tissent entre les images, des textes littéraires et des contextes et des pratiques de la société, des rapports complexes qui sont loin de reflets directs ou de transposition immédiate d'un domaine à l'autre. Alors, commençons vraiment par les objets, et notamment par quelques valves de boîte à miroir. Donc, on a là affaire, vous voyez la face avant, la face arrière, à des objets en ivoire qui servent à abriter à l'intérieur un miroir. Il devait y avoir dans la cavité une plaque de métal très polie plutôt qu'une plaque en verre. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, un système à baïonnette permettait de fixer l'une sur l'autre deux valves pour fermer le miroir à l'intérieur de la boîte. Donc quand on l'ouvrait, on pouvait se regarder, et quand on le fermait, on pouvait découvrir tout un monde d'images. Je vous montre ici une autre valve très proche qui a été sans doute sculptée par le même ivoirier et qui est conservée, celle-ci non pas à Paris comme la précédente, mais à Londres, mais qui représente ce même sujet que les historiens de l'art qualifient, depuis qu'on a commencé à s'intéresser aux ivoires gothiques, d'assaut au château d'Amour. Comme vous le voyez, on a effectivement des chevaliers, mais qui ne sont pas représentés, engagés dans des faits d'armes, mais qui donnent l'assaut au château, au sommet duquel est représenté en majesté le dieu d'amour, couronné, ailé, en train de lancer ses flèches sur celles et ceux qui tomberont amoureux. Et le château, ici, est pris sans grande résistance par les assaillants. Les dames qui s'y sont réfugiées ne s'opposent pas tellement à l'entrée des chevaliers. C'est un sujet, justement, qui est assez révélateur du rapport que ces objets entretiennent plus avec un imaginaire qu'avec des sources littéraires écrites. En effet, malgré les efforts de plusieurs générations de spécialistes, tant d'historiens de l'art que d'historiens de la littérature, pour en citer un seul, célèbre Roger Sherman Loomis,
aucun texte précis n'a été identifié qui illustrerait ce qui se passe sous nos yeux. C'est en revanche des représentations qui, bien sûr, trouvent des échos ou des résonances d'un nombre de textes de l'époque et qui sont aussi parfois représentés dans d'autres médias, comme sur cette page d'Am Sautier, où l'assaut du château d'Amour est enluminé, et c'est comme celle qu'on trouve sur les ivoires, c'est l'une des plus anciennes représentations de cette iconographie. Là, vous voyez, les dames se défendent avec vigueur, mais peut-être avec pas les meilleures armes, puisqu'elles lancent sur les chevaliers qui assaillent le château des fleurs pour les repousser ou les amadouer. La question se pose. C'est un sujet qui, sur les ivoires, est récurrent, qui devait donc toucher la clientèle de l'époque, une clientèle sans doute fortunée. Les valves de miroir peuvent avoir des tailles différentes, mais celles, comme celles que vous voyez ici, qui représentent un sujet complexe, sont toujours plutôt grandes, entre 12 et 14 cm de diamètre. C'est des objets qui pèsent 200-220 grammes. Donc il faut imaginer qu'il en fallait deux. Hein, donc ce n'est pas quelque chose qui était donné à tout le monde. Hein. Alors à l'époque, à partir de 1250, pour des raisons complexes qui ont été bien étudiées par Sarah Guérin de l'Université de Philadelphie, de Pennsylvanie, on a un afflux renouvelé d'ivoire d'éléphant en Europe. Et donc l'ivoire d'éléphant qui avait pratiquement disparu dans le Moyen-Âge central est de nouveau disponible, mais ça reste un matériau de luxe. Donc cette clientèle fortunée semble appréciée, puisque parmi les valves de miroir conservées, il y a eu un gros projet au Courtauld Institute of Art de Londres de recensement des ivoires gothiques connus. On a recensé quelques 5000 ivoires profanes, sacrés, entre le milieu du XIIIe et le début du XVIe siècle. Et on a quelques 35 valves de miroir qui représentent l'assaut du château d'Amour, ce qui est le signe d'un véritable succès. Et comme vous le voyez, l'iconographie présente des variantes. Alors les deux premières valves que je vous ai montrées sont très proches entre elles, mais ici, on peut constater qu'à chaque fois, le sujet était réinventé pour un destinataire ou une destinataire différent. Alors les ingrédients sont souvent les mêmes, le bâtiment, les chevaliers qui tantôt semblent pris plutôt dans une joute que dans l'assaut du château, tantôt semblent effectivement se jeter à l'assaut de l'édifice, puis le dieu d'amour, les femmes qui défendent le château et, à l'aide de fleurs ou de branches fleuries, mais aussi le moment où finalement l'amour semble triompher et déjà un chevalier embrasse sa belle ou lui caresse la joue dans un geste qui est très connoté à l'époque pour indiquer l'intimité entre deux personnages. Donc c'est certainement l'imaginaire de la chevalerie et de l'amour qui sont représentés sur ce type d'objet, mais est-ce que c'est destiné aussi à des chevaliers? Là, la question devient difficile. Certainement, ce type d'iconographie peut être parfois associé à des personnages connus et qui se parent des attributs de la chevalerie dans les objets mêmes qui leur ont appartenu. Par exemple, dans un autre psautier anglais, comme celui de Peterborough qu'on a vu tout à l'heure, celui qui a appartenu à Sir Geoffrey Lattrell et qui est aujourd'hui conservé à Londres, dans ces psautiers, on a bien, dans les marges, une représentation de l'assaut au château d'Amour qui correspond en bien de points à ce qu'on peut voir à peu près à la même époque sur les ivoires parisiens. Et Sir Geoffrey a tenu à se faire représenter dans son manuscrit assis sur son cheval alors qu'on lui tend
le aume et le bouclier. Mais on n'a aucun objet en ivoire conservé, profane, que l'on peut rattacher avec certitude à une commanditaire ou un commanditaire ou une destinataire ou un destinataire connu. On a quelques mentions documentaires, bien trop rares pour ce qu'on aimerait savoir, et ces mentions semblent indiquer que ce genre d'objet pouvait être acheté autant par des femmes que par des hommes. Je vous en donne ici deux exemples, deux extraits de contes à peu près contemporains, concernant l'un, le roi de France Philippe le Long, l'autre, la comtesse d'Artois Mao. Et comme vous le voyez, les deux ont occasion d'acheter des peignes en ivoire, des miroirs, des gravoirs, d'ailleurs au même fournisseur. Ce qui est important, puisque comme le même Jean Le Selleur est impliqué, et comme dans d'autres documents nous voyons que la spécialité de Jean Le Selleur était les ivoires, et il est même appelé à l'occasion ivoirier, on peut se dire que l'achat de Philippe le Long, où l'on ne parle pas explicitement d'ivoire, concerne bien des objets en ivoire. Les deux documents sont intéressants aussi parce qu'ils nous montrent que les valves de boîte à miroir faisaient partie normalement d'un trousseau. Tout l'ensemble pour la toilette était acheté en même temps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de voir que, alors que Mao fait son achat en personne, hein, vous voyez que l'achat se fait en la présence de Madame, Philippe le Long délègue l'achat à son barbier, et c'est lui qui, sans doute, aussi, disons, prend en charge globalement les soins du souverain. Et donc, déjà, cela nous montre que ces objets étaient destinés vraiment à des très hautes sphères de la société et qu'il n'y a pas ce n'est pas des objets dans lesquels les chevaliers eux-mêmes se seraient forcément reconnus, identifiés, puisque, par exemple, c'est des femmes aussi qui pouvaient regarder ce genre de scène. Et donc, on n'est pas dans un effet de miroir, pardon pour le jeu de mots assez malheureux, direct, mais il s'agit plutôt d'un imaginaire qui concerne la chevalerie, mais que d'autres couches de la société, hommes et femmes, s'approprient. Ce qui est intéressant, c'est que ce thème de l'assaut au château d'Amour n'apparaît pas que sur les valves de miroir, mais on le retrouve également sur le couvercle de nombreux coffrets produits à la même époque. Il y a une dizaine de coffrets entiers et une vingtaine d'autres connus par des fragments qui, dans la très grande majorité ou presque la totalité des cas, présentent un couvercle de ce type avec au milieu une joute et des deux côtés des scènes de l'assaut au château d'Amour, de nouveau un peu avec à la fois la scène de bataille et ici les chevaliers utilisent les mêmes armes que les femmes, puisque vous voyez que dans la catapulte, ils déposent un panier de fleurs. Et donc, à la fois la bataille et son dénouement avec deux couples qui s'éloignent, qui à cheval, qui en bateau. Juste pour la... parce que peut-être quelqu'un s'interrogera là-dessus, j'attire juste votre attention sur le fait que sur ce couvercle qui est à Detroit, l'angle anneau à gauche a été refait au XIXe siècle. Ce couvercle, qui est aujourd'hui un fragment isolé, appartenait à ce genre de coffret. Donc, des coffrets qui sont des objets de grand luxe. Vous voyez, c'est des objets de taille imposante. Donc on utilise beaucoup de matériaux exotiques pour cela. J'ai récemment eu l'occasion de demander à différents musées de peser des objets de ce type. On est autour de 1,5 kg. Hein, donc c'est encore plus des pièces qui devaient être destinées à une clientèle très fortunée
Et vous voyez aussi, c'est le seul exemple, celui-ci, parmi ceux qui nous sont parvenus, qui présente les peintures d'origine, les éléments en métal qui retiennent les plaques et qui sont en argent émaillé et doré, ce qui, bien sûr, rajoute encore à la valeur des objets. Ces coffrets, les historiens de l'art les nomment composites parce qu'on n'y retrouve pas une narration continue, mais une combinaison de scènes que l'on peut comprendre si on est familier de différents textes littéraires. Et comme pour les valves de miroir, il y a sur tous ces objets un jeu subtil de répétition et de variation avec des choses qui reviennent et puis des petites modifications qui font de chacun des coffrets quelque chose d'assez original. Alors voyons un peu qu'est-ce qu'on y réunit et comment ici la chevalerie est représentée. Ce sera aussi de nouveau l'occasion pour insister sur ces aspects à la fois du rapport aux éventuelles sources littéraires et de la manière dont ça pouvait toucher certains destinataires. Donc, normalement, sur la face avant, alors, on a deux options. À gauche, on a toujours les mêmes scènes, et j'y reviens dans un instant. À droite, ici, on a l'épisode de la fontaine de Jouvence, avec des personnes âgées qui se dirigent vers la fontaine, et à l'intérieur, des personnes qui ont déjà rajeuni. Mais dans la plupart des cas, on a plutôt l'histoire tragique de Pyramus et Thisbé. Donc, ces deux jeunes qui s'aiment, la famille s'oppose, ils se donnent rendez-vous nuitamment dans la forêt. Thisbé arrive la première, une lionne s'approche et elle se réfugie sur un arbre. La lionne, qui vient de dévorer une bête, se déchire son manteau et le laisse ensanglanter, puis Pyramus arrive à ce moment-là, voit le manteau ensanglanté, pense que le pire est arrivé parce qu'il est en retard et il se suicide en se jetant sur son épée. Thisbé, une fois que la lionne est partie, décide de redescendre, voit son amoureux défunt et se tue par la même épée. Et donc vous voyez, les deux épisodes condensent à la fois l'issue et le moment le plus dramatique de l'histoire, alors qu'à gauche, on a une autre scène tirée toujours de la matière antique, avec Aristote qui d'abord met en garde son élève Alexandre sur les dangers de la séduction féminine et qui puis est victime lui-même de ces dangers, puisque la bien-aimée d'Aristote que le roi vient d'écarter pour se concentrer, comme Aristote le lui demande, sur les affaires du royaume, eh bien, se venge en faisant du sage philosophe sa monture, et il le chevauche sous le regard d'Alexandre. Alors, je reviens dans un instant sur ce que cela veut dire, mais je passe en revue rapidement différentes scènes. On a des sujets allégoriques, donc la capture de la licorne. On a des épisodes qui concernent Tristan et Iseux, et puis, et peut-être je vais m'attarder un peu plus là-dessus, des épisodes qui mettent de nouveau en scène de chevaliers. Et là, les choses sont un peu compliquées, mais je commence en simplifiant un peu, et puis on creusera dans un instant. Donc, on a sans doute trois scènes, ou plutôt trois compartiments qui concernent Gauvin, qui donc est en train de se battre avec le lion ici, même si cela devrait arriver après qu'il il a été dans le château de Merveille, il s'est allongé sur le lit périlleux et il a, disons, pu échapper aux dangers qui sont liés. Donc, vous voyez, toute une série de lames lui tombent dessus, mais heureusement, il s'est couché avec son bouclier. Donc, il sort indemne de cela. Il vainc le lion et il délivre les pucelles qui
dans le compartiment tout à droite, viennent le remercier de son exploit, alors qu'ici, vous avez, disons, vraisemblablement Lancelot qui traverse le pont à l'épée pour aller délivrer Guenièvre. Et puis, sur le dernier petit côté, deux autres scènes de chevaliers, Galahad qui obtient d'un ermite les clés du château des Pucelles, et là, alors, je pense que je ne vais pas entrer dans la longue explication, éventuellement on en reparlera, mais ce n'est pas sûr qu'on connaisse un texte littéraire qui permette de décrypter cette scène. Ce qui est en revanche certain est qu'on y voit un chevalier qui délivre une jeune dame des griffes d'un homme sauvage qui incarnait dans l'imaginaire de l'époque les instincts non maîtrisés. Et puis, au couvercle, sur l'exemplaire de New York comme dans le cas de Detroit, mais ici c'est tout le compartiment gauche qui a été entièrement refait, on a de nouveau à la fois la joute et l'assaut au château d'Amour. Alors, comment faut-il interpréter tout cela? D'un côté, ça rappelle un genre de manuscrit que les littéraires connaissent bien et qu'on appelle une compilation, c'est-à-dire un manuscrit où l'on réunit des textes célèbres qui n'avaient pas été écrits à l'origine pour s'accompagner les uns les autres, mais qui, dans l'esprit des lecteurs, ont un mérite d'être réunis parce que le lecteur souhaite pouvoir les apprécier les uns tant que les autres. Et donc, Paula Carnes, qui a beaucoup travaillé sur ces coffrets composites et leurs sources littéraires, a suggéré de comparer l'esprit des coffrets à l'esprit de ces manuscrits, où on aurait l'occasion un peu de voir réunis des... je ne sais pas, je vais le dire comme ça, on a un peu la top 10 des hits de la littérature chevaleresque qui sont évoqués de manière condensée par des scènes emblématiques. Et la suggestion de cette comparaison me semble éclairante, même si, de nouveau, les rapports que les images entretiennent, sculptées sur les ivoires, entretiennent avec des textes, ne sont pas aussi directs qu'on pourrait l'imaginer. Déjà, par exemple, les romans qui nous permettent aujourd'hui de décrypter ces scènes ne sont pas forcément richement et couramment illustrés. Bien sûr, on peut avoir des manuscrits illustrés à peu près contemporains. Je vous montre ici donc les scènes de Gauvin telles qu'elles apparaissent dans un manuscrit parisien à peu près de la même époque du coffret. Mais vous voyez qu'il ne s'agit en aucun cas de la source directe des ivoires. Par exemple, Périlleux a bien les clochettes, mais n'a pas de roue dans l'enluminure, alors que celle-ci figure dans la plaque sculptée. D'ailleurs, l'agencement des scènes n'est pas le même, hein, et effectivement, dans le texte littéraire, le combat avec les lions succède la scène du lit comme on le voit dans le manuscrit, alors qu'ici, il me semble que l'ivoirier a privilégié la composition visuelle à la logique narrative et donc il a préféré équilibrer sa composition en ayant deux compartiments centraux plutôt construits sur des horizontales et deux compartiments latéraux plutôt construits sur des verticales. Également, pour le cas de Lancelot, on peut constater que les représentations apparaissent également dans quelques manuscrits, de nouveau à peu près contemporains, mais encore une fois,
la comparaison montre bien que les ivoiriers ont travaillé de manière indépendante par rapport aux représentations des manuscrits. Et de nouveau, ce qui donc ressort, c'est le fait qu'un même monde d'histoire se traduit dans des médias différents en images, plutôt qu'un rapport direct de l'un ou l'autre. Parce que vous voyez bien qu'il y a quelque chose de bizarre entre le manuscrit et l'ivoire. C'est que, comme dans le cas du lit périlleux, au-dessus de Lancelot, on a une pluie de lames qui tombe sur le chevalier. Et ce qui n'est pas mentionné dans les textes littéraires principaux, du moins, qui relatent l'histoire de Lancelot. Et cette singularité est systématiquement répétée par les ivoiriers sur tous les différents coffrets. Il ne s'agit pas d'une erreur qui aurait été faite une fois. Donc, cela prouve qu'il n'y a pas une source, ce ne sont pas les illuminures qui ont été copiés. Ça pose aussi le problème de la réception. Est-ce que les spectateurs voyaient ça comme une erreur? On a l'impression aussi qu'à un moment donné, on a répété plusieurs fois le schéma, et on a l'impression aussi qu'à un moment donné, si vous regardez l'exemplaire de Londres tout en haut à droite, que l'ivoirier ou l'acquéreur a cherché en quelque sorte à corriger l'erreur et attribue à Lancelot le bouclier de Gauvin avec la patte de lion qui est restée plantée lors de la lutte, comme si maintenant c'était les scènes d'un seul chevalier qui étaient relatées à l'arrière du coffret, mais un chevalier qui donc ne correspond pas à l'un de ceux que nous connaissons par les textes littéraires. Mais malgré disons l'étonnement ou les historiens d'aujourd'hui peuvent être déconcertés quelque part par ces incohérences vis-à-vis des textes littéraires, mais il me semble que cela aide aussi à cerner en revanche le regard de l'époque. Et on peut se dire qu'au fond, le message fondamental est tout de même transmis par ces scènes. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un ou deux chevaliers héroïques qui ne craignent aucune épreuve lorsqu'ils souhaitent prêter secours à des dames en détresse, que ce soit Guenièvre ou les donzelles qui sont prisonnières du château et de ses enchantements. Et donc, au fond, même si une connaissance d'une certaine matière est nécessaire pour déchiffrer les images, après, je pense que une certaine familiarité avec les thématiques de ces romans chevaleresques permettait de projeter une lecture, une interprétation des coffrets qui permettaient de saisir l'essentiel. Et effectivement, tous ces coffrets semblent tourner autour du thème de l'amour dans toutes ses déclinaisons, hein, l'amour tragique de Pyramus et Thisbé, l'amour adultère de Tristan et Iseult, l'amour prêt à affronter tous les périls qu'on a ici. Et donc, les coffrets ne sont pas une traduction visuelle de textes littéraires, mais construisent plutôt un discours autonome qui se nourrit d'une culture qui nous est aujourd'hui accessible, tantôt par les images et tantôt par des sources écrites. Et d'ailleurs, ces thèmes reviennent sur différents supports, et on peut retrouver la même scène sur le petit côté d'un coffret, qui alors peut-être avait un agencement des scènes tout différent, ou peut-être était entièrement consacré à Gauvin, c'est impossible de le dire, ou encore sur des valves de miroir. De nouveau, la question se pose de savoir qui admirait ces coffrets, et là, on est encore moins bien renseigné que pour le valve de miroir. En effet, on n'a que deux mentions, vraiment
disons, ou en tout cas vraiment quelques-unes. Il y en a encore une troisième, mais elle est moins parlante, donc je ne l'ai pas retenue ce soir. Mais disons, les plus claires, ce sont deux mentions à peu près contemporaines de deux reines qui appartiennent à la même famille d'Anjou et dont les inventaires mentionnent des coffrets en ivoire sculptés, hein, en latin laboratum, donc sculptés, ou à image, dans l'inventaire après décès de Clémence de Hongrie, et vous voyez les deux avec des montures en argent. C'est des objets dont ici on peut apprécier la valeur. Hein. Par exemple, le coffret qui fut de Marie de Hongrie vaut 1 once et 15 taris, et donc ce qui veut dire 1 once et demi, grosso modo, et 1 once, c'est 5 florins d'or. Hein. Donc on est autour de 8 florins d'or, ce qui est un prix assez considérable. Alors on peut se demander si, et on l'a souvent suggéré, hein, que ces objets étaient destinés aux femmes. Hein. On parle souvent pour ces coffrets de dons destinés, de dons de fiançailles ou de mariage destinés à des femmes. Bien sûr aussi parce qu'on part de l'a priori fortement genré que l'amour est une matière qui convient aux femmes plus qu'aux hommes. Je pense que là, il faut être très prudent, puisqu'on a très peu de sources écrites, et je pense que là, on a sans doute un biais documentaire. En l'occurrence, on n'a pas d'inventaire conservé pour les souverains français ou angevins de la même époque. Sans doute aussi parce que la succession du roi se fait de manière plus facile et plus directe que la succession de la reine. Et donc, je me garderai bien, n'ayant pas l'équivalent masculin de ces sources, d'affirmer que ces objets étaient d'abord destinés à des femmes, ou principalement destinés à des femmes. Est-ce qu'ils étaient destinés à des chevaliers? Là, plutôt pas. Hein. C'est de nouveau un imaginaire que les très hautes sphères de la société s'approprient, mais là, on a affaire à des objets d'un prix qui semble vraiment les réserver à des rois, des reines, des princes. Les choses se posent peut-être différemment pour un autre coffret qui est à peu près de la même taille, du même poids, aussi produit à Paris à peu près à la même époque, aujourd'hui conservé au musée du Louvre, mais qui est un unicum parce qu'il est le seul à représenter l'histoire de Perceval développée de manière narrative sur tous les côtés. L'histoire y est relatée en commençant par le petit côté qu'on a ici à droite lorsqu'on regarde le coffret, où Perceval, qui s'est rendu dans la forêt, rencontre des chevaliers. Il n'a jamais vu de chevaliers auparavant et il les prend pour des anges, ce qui explique le fait qu'il s'agenouille devant eux. Il discourt avec l'un des chevaliers et il décide que lui aussi, il veut en devenir un. Et donc, il quitte sa mère, dont il prend congé, et sa mère, et il ne revient pas en arrière, même lorsque sa mère s'évanouit, comme morte, au moment où son enfant chéri s'éloigne d'elle. Et donc, il cherche la cour du roi Arthur, et il s'arrête en chemin, parce qu'en effet, il est très inexpérimenté, pour ne pas dire sot, et donc, en ayant mal compris les enseignements de sa mère, il s'arrête pour voler un baiser à une jeune femme qui repose sous une tente dans la forêt. Arrivé à la cour du roi Arthur, souhaitant devenir chevalier, il apprend que le chevalier Vermeil a volé une coupe au roi et il décide d'aller la chercher. Et à l'arrière-plan de cette scène, on voit le perfide queue qui frappe une demoiselle qui a prophétisé que Perceval, malgré les maladresses dont il a fait preuve jusqu'ici, deviendra le plus grand des chevaliers.
Et à l'arrière, pardon, et à l'avant du coffret, on a la scène où Perceval se bat avec le chevalier Vermeil. À côté de la serrure, vous voyez bien la coupe qui sera récupérée. Et puis, après l'avoir vaincu, il se fait revêtir de l'armure de son adversaire. De nouveau, là, on n'a pas de véritable équivalent dans les manuscrits enluminés. Déjà, c'est sans doute l'un des plus anciens coffrets en ivoire. On peut les dater que sur des bases stylistiques, mais il semble tout à fait vraisemblable que ce soit l'un des plus anciens. Et donc, il est sans doute plus ancien que le plus ancien manuscrit enluminé, comme celui-ci que je vous montre, exécuté à Paris autour de 1330. Et puis, on voit bien qu'il y a suffisamment de différences entre l'ivoire et l'enluminure pour se dire que non seulement il n'y a pas de copie directe, mais pas forcément un modèle commun. Hein. Perceval porte un arc et pas les 3 lances. Il rencontre 3 chevaliers et non... ici, on en a 4, dans le texte, ils sont 5. Les boucliers ne portent pas les mêmes armoiries. Et donc, on dirait que l'ivoirier a laissé tomber les fleurs de l'assaut du château d'Amour sur les boucliers des chevaliers. Donc, il ne s'agit pas de copie directe. De nouveau, il y a un récit qui est créé expressément pour le public, pour l'observateur de l'ivoire. Et là, on peut se demander si, pour une fois, on n'aurait pas affaire à un objet qui était vraiment destiné au chevalier. Parce que vous aurez remarqué que la première partie du coffret qu'on voit, c'est la face avant, hein, puisqu'on doit bien l'ouvrir. Mais l'histoire ne commence pas comme le voudrait l'habitude hein, qu'on a en Europe de lire de gauche à droite. Donc l'histoire ne commence pas sur le côté gauche de la face avant. Pourquoi l'ivoirier a décidé, ou celui qui l'a conseillé, a décidé de faire commencer l'histoire sur le côté droit? Eh bien parce que, coupé de cette manière-là, l'histoire de Perceval devient l'histoire d'un jeune garçon assez maladroit qui finit par revêtir l'armure de chevalier. Et donc, là, on est en droit, je pense, en raison du programme iconographique, de se demander si un prince qui aurait été récemment adoubé n'a pas reçu cela en cadeau d'un membre puissant de sa famille. Alors, c'est bien sûr extrêmement difficile à dire, mais en même temps, le couvercle aussi de ce coffret s'adresse à un jeune chevalier, puisqu'il représente 4 saints et pas n'importe lesquels. Il représente Saint Christophe qui porte un enfant dont il ne sait pas au départ qu'il s'agit de Jésus pour lui faire franchir une rivière. Donc c'est le service à son Seigneur. Puis on a Martin qui partage le manteau avec le pauvre, hein, la charité. On a Saint Georges, protecteur de la chevalerie par excellence, qui tue le dragon et qui est l'incarnation du courage et de la valeur. Et puis on a Saint Eustache qui voit apparaître le visage du Christ alors qu'il est en train de chasser entre les bois d'Anser et qui incarne la foi. Et donc, on semble ici avoir alors, on pourrait peut-être d'abord être étonné qu'on représente des saints sur un coffret qui relate l'histoire d'un chevalier, mais l'hypothèse la plus vraisemblable, bien étayée par Élisabeth Antoine, est qu'on met ici en valeur des protecteurs spéciaux de la chevalerie et en même temps des saints qui incarnent les valeurs de la chevalerie. Et ça vient nous rappeler de manière salutaire que dans la vie d'un chevalier, il n'y avait pas que l'amour. Merci de votre attention.